Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information dans l'actualité de ce soir. Dans quelques heures, les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC vont plancher dans le centre de composition sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce journal, vous suivrez comment certains se sont préparés et surtout au CEG au pied de Godomè. Saison pluvieuse, période difficile ou de surenchère pour les conducteurs de taxi moto. Nous sommes allés à leur rencontre dans la ville de Cotonou. Le reportage est à suivre dans ce journal. Nos confrères de RT parlent de la situation tendue entre le Bénin et le Niger avec l'arrestation jeudi de 5 agents de WAPCO. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de cette édition. Une fois encore, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Plus que quelques heures avant le démarrage officiel du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juin 2024. Pour comprendre comment se sont déroulées la dernière semaine des préparatifs de cet examen dans les collèges, l'une des équipes de DNTV Diaspora FM s'est rendue au collège Père au Pied de Godomè. C'est un reportage de Arthur Wendo. L'heure n'est plus à la rigolade. Apprenants et enseignants affûtent déjà leurs âmes pour faire face aux examens, notamment le BPC. Pour me préparer, je fais des exercices d'application après avoir appris les cours. Après ça, je reprends et je vais au tableau pour essayer d'autres choses. Je fais je révise mon cours, je fais des dernières révisions. J'apprends, je reprends des exercices d'application et je prie. On est en pleine révision. On a déjà parcouru la plupart des données enseignées et nous sommes confiants. Nous savons que les enfants ils sont déjà suffisamment aguerris. Je me prépare très bien. En plus que j'ai pu réussir à apprendre des cours d'histoire géo parce que c'est les plus difficiles. J'ai pu réussir à les apprendre et je suis prêt. Et donc du coup je peux dire que je suis prêt si seulement on n'est jamais prêt en mathématiques. Mais bon, je suis prêt. C'est aussi l'occasion pour certains de faire le bilan de leur niveau durant la période des révisions. Je dois revoir les cours d'histoire-géographie et des SVT, sinon ça va. Il faut que je revoie mes cours en SVT en histoire-géo, sinon c'est tout. Malgré la peur et le stress qui planent dans l'esprit de la plupart des élèves en ces derniers jours, Jennifer et Serena, tous candidates au BPC, restent optimistes quant à leur réussite. Je suis très sûre de réussir mon BPC. Oui, je suis très sûre de réussir. Ici au collège Père-au-Pierre, les derniers réglages se font habituellement jusqu'au dernier moment. Nous avons l'habitude de les garder jusqu'au dernier moment. Puisque l'expérience a montré que quand on les laisse plus tôt, ils désapprennent et puis ils vont vadrouiller, et ils vont se promener et puis ça ne donne souvent pas de bons résultats. Donc nous les gardons jusqu'au dernier moment. Par exemple, aujourd'hui, on a libéré nos candidats au BPC. Après 3 semaines de bachotage, de révision soutenue. Très engagés pour la réussite, les candidats se donnent pour credo la ponctualité au cours pour suivre les dernières explications qui peuvent s'avérer très importantes. Au lendemain du démarrage de l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2024, une affaire de carte d'identité scolaire confisquée par un directeur d'école a fait grand bruit à Djougou, dans le département de la Donga. Le directeur aurait refusé de remettre au candidat sa carte scolaire, l'empêchant ainsi de prendre part à l'examen du CEP. Les faits se sont produits à Timba, un village de l'arrondissement de Barienou. Retour sur les faits avec notre correspondant sur place, Yans Aoubré. Badnan, un enfant de 11 ans, élève au CM2 et candidat à l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2024. Mais il n'a pas pris part à cet examen faute de carte d'identité scolaire. Retrouvé dans son village, loin des salles de composition, il pleure sur son sort. Je ne suis pas allé composer parce qu'on n'a pas me donné la carte. Interrogé sur les raisons pour lesquelles l'enfant n'a pas eu sa carte d'identité scolaire, son père, un cultivateur illettré, nous raconte.
Je m'appelle Gaobia Ouissifou. Un jour, l'enfant est venu de l'école et il m'a dit que le directeur a dit d'aller le voir. Effectivement, le lendemain, je suis allé le voir et il m'a dit que mon enfant va aller à l'examen et qu'il lui faut une carte. J'ai dit d'accord. Comment ça va se faire? Il m'a dit que c'est lui-même qui va faire ça à Djougou. De lui donner l'argent. J'ai demandé combien, il a dit 5 000 francs. Je lui ai donné les 5 000 francs. Il a pris son ordinateur, il a fait et il m'a montré de voir si c'est bon. J'ai dit oui. Il dit ah, je dois lui faire un cadeau. J'ai dit combien? Il a dit 2 000 francs. J'ai dit non, je vais lui donner 1 000 francs. Il a refusé. Il dit que c'est 2 000 francs. J'ai dit sans problème, si je trouve les 2 000 francs, je vais lui amener ça. C'est là que je suis parti. Mais depuis, on ne s'est plus vu. Ils n'en ont plus rien dit. À une semaine de l'examen, il a distribué les cartes aux enfants, mais il n'a pas donné à mon enfant sa carte. Moi, je ne savais pas. C'est le jour de l'examen que, quand je l'ai réveillé pour lui dire d'aller à l'examen, c'est là qu'il me dit que le directeur ne lui a pas donné sa carte. J'ai dit, ah, comment? Et est-ce qu'il est à la maison? L'enfant m'a dit non, qu'il avait dit qu'il voyage le jour-là. Donc, j'ai dit à l'enfant de partir. Et arrivé, il va expliquer ça aux maîtres qui sont là-bas. Et moi, je suis pas parce que son petit frère est malade et je devais l'amener aux soins. C'est là que je suis parti. Et à mon retour, j'ai vu que l'enfant n'est pas allé composer. Le lendemain, je suis allé voir un membre du bureau APE et on est allé voir le directeur. Mais il a refusé, il nous a refoulés en disant d'aller le convoquer là où on veut. Chez le CAO ou bien là où on veut, d'aller le convoquer. Dans le village et sur les réseaux sociaux, l'indignation est totale et les témoignages fusent de toutes parts. Comme ça, il a été super directeur. Regarde, durant toute l'année, là, ça fait zéro ça. Tout ce que les parents donnaient, les 25 francs chaque matin, il prend du déjeuner. Ça fait zéro ça. Donc, ça fait année blanche ça. Est-ce que ça là c'est beau? Au moins, selon vous, selon moi maintenant, il fallait lui donner la carte et puis il va aller composer. Si les résultats sont maintenant qu'il a 10 000 maintenant, là, vous allez garder le relevé de notes. S'il ne vous remet pas les 2 000 francs là, et comme ça, il a pris son véhicule, il est parti. Moi, j'avais payé premièrement, j'avais payé 2 tranches, 3 500, après 2 500. En plus, il a renvoyé les enfants pour dire l'argent de boîte de couture. J'ai donné ça à 500. Après ça, avant que les enfants prennent les cartes, il a dit si celui qui ne paye pas 600 francs ne prend pas sa carte. Au début, moi, j'avais fait tête du coup, je ne veux pas donner. Mais j'ai vu d'autres enfants ont pris les cartes. Et comme mon enfant n'a pas pris, je lui ai remis les 600, il est parti prendre sa carte. Approché, le directeur incriminé rejette toute accusation. Il dit être sous le choc et refuse de se prononcer face à notre caméra. Aux dernières nouvelles, l'affaire est sur la table du directeur départemental en charge de l'enseignement primaire et l'enfant pourrait prendre part à la session de remplacement de cet examen de certificat d'études primaires, session de juin 2024. À Djougou. Autre information dans ce journal, je l'annonçais en titre, les émigrants en saison pluvieuse, comment arrivent-ils à s'en sortir? Parlons-en. Maintenant, la saison pluvieuse qui a eu une période difficile pour les conducteurs de taxi moto communément appelés émigrants, rareté des clients, diminution des recettes et maladies. Ils n'arrivent pas à circuler facilement. C'est aussi l'occasion pour eux de faire de la surenchère. Arthur Wendo est allé à la rencontre de quelques-uns à cœur ouvert avec les émigrants. Suivez ce reportage. Si pour certains conducteurs de taxi-moto, la saison pluvieuse peut être un moyen pour se faire beaucoup d'argent, pour d'autres par contre, c'est souvent pas facile à gérer. En période de pluie, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Parce que les clients sont rares et la pluie aussi ne nous facilite pas la tâche. Donc c'est comme ça que nous faisons pour vraiment joindre les deux bouts. Mais franchement, en cette période-là, quand on sort, difficilement avant de croiser un client. Et quand tu croises le client là-bas, la pluie ne vous laisse pas. Avant d'atteindre la destination, la pluie vous aurait bloqué 1, 2, 3 fois avant que le client ne soit à sa destination. Donc franchement, c'est pas facile avec cette période-là. On rend grâce à Dieu, mais franchement, on est en train de se débrouiller. Bon, on essaie de s'adapter
Parce qu'on gère ça, on gère ça quand même. Ne sachant pas à quel saint se vouer, certains sont obligés de travailler sous la pluie et d'autres préfèrent simplement ne pas prendre de risques. Quand le vent d'affamé n'a point d'oreille, de temps en temps, quand on voit que la pluie ne veut pas cesser, on est obligé de rentrer dedans avec nos sachets dans nos tenues. Mais quand la pluie est trop abondante, là on n'a pas de choix, on rentre dedans et c'est avec ça qu'on fait. Bon, moi, d'habitude, je ne conduis pas sous la pluie parce que c'est risquant. Sous la pluie, quand tu conduis, quand tu freines, quand tu vas essayer de freiner, le frein ne va pas faire tout ça, ça va glisser. Donc, et comme ça, là, c'est accident. Actuellement, quand il pleut, on n'arrive pas à bien conduire. Donc, quand il pleut aussi, on ne peut même plus courir. Quand on court pour freiner, rapidement, on tombe. Si la pluie est trop là, on est obligé de s'abaisser sur le changeur et tout. Mais s'il pleut là, conduire, c'est un peu difficile. Qu'il s'agisse d'une petite distance ou d'une grande, ces hymnes n'éprouvent aucune gêne pour surfacturer le client qui, même scandalisé par le prix, est forcé de s'incliner. Ils évoquent les raisons qui les amènent à surfacturer en période de pluie. Parce que la pluie nous tape, nous sommes dans la pluie, nous allons tomber malades et la moto aussi va vite se gâter. Donc c'est la raison pour laquelle on les taxe un peu. Parce qu'eux-mêmes, on voit qu'ils sont vraiment pressés, ils ont tellement envie de vite atteindre la destination. Donc c'est la raison pour laquelle on profite. Si un client est pressé, soit si il s'impose, moi je le laisse. Je le laisse parce que nous sommes en démocratie. Personne ne veut pas taquiner son prochain. Donc c'est ce qui m'avantage que je veux faire. C'est parce que quand il pleut, il n'y a plus beaucoup de zèmes. Donc quand il pleut, quand toi tu prends le risque de rentrer dans la pluie, tu dois les tasser un peu, juste pour trouver un peu. La pluie, ce n'est pas facile de rester dedans comme ça. Donc c'est un risque de conduire pendant qu'il pleut, quoi. En guise de défense, ces conducteurs ne manquent pas généralement d'arguments. Souvent, ils avancent la hausse subite du prix d'essence, l'état déplorable des rues, le froid qui s'annonce, rendant plus âpre le métier et surtout le manque de clients. L'Institut national de la femme a organisé jeudi à Cotonou une table ronde. Objectif, mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de son plan stratégique de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un compte-rendu de Clémence Tonocon. L'Institut national de la femme ambitionne de devenir d'ici 2030 une institution moderne et innovante reconnue pour la pertinence de ses actions dans la promotion du leadership féminin. Pour y arriver, l'institution a élaboré avec le concours du PNUD un plan stratégique pour la période 2024-2028. Ce plan est axé autour de 5 principales orientations. Contribution à l'amélioration de la teneur et de la mise en œuvre des politiques nationales de lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme et de la fille, amélioration du leadership de la femme et de la fille, renforcement de la coordination et de la synergie des interventions de lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme et de la fille, renforcement de la prise en charge holistique des victimes et la mise en place des capacités opérationnelles de l'Institut national de la femme. Le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en qualité de chef de file des partenaires techniques et financiers, a félicité l'Institut national de la femme et le gouvernement pour leurs engagements pour la promotion de la femme béninoise. Quant au résultat de ces assises, il se veut rassurant. Je suis convaincu que ce table ronde sera un catalyseur pour des actions décisives et des avancées significatives. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire une différence substantielle. Que nos échanges soient riches, constructifs et porteurs d'espoir. L'initiative permettra de faire de la protection et de la promotion de la femme et de la fille béninoise une réalité. À en croire Maître Huguette Bokpenyakaja, présidente de l'Institut national de la femme, cette table ronde s'inscrit dans une perspective de dialogue circulaire, dynamique, inclusif et collaboratif autour d'une cause commune, celle de la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous voici. Vous convient à entrer avec nous dans un processus de construction de relations de travail pour la promotion du leadership des femmes, une lutte stratégique et innovante
contre les formes les plus usuelles, les plus récentes et les plus subtiles de violence et de discrimination à l'égard des femmes et des filles, et une coalition qui s'appuie sur les leaders et les personnes ressources qui sont des leviers de mutation sociétale au sein des communautés. La violence a toujours été la forme la plus vile de communication et le dernier rempart de l'incapacité, de la faiblesse. Et cela, toutes les sociétés, toutes les cultures sont à même de le reconnaître. Pour produire des résultats probants et un impact réel et durable, votre concours nous sera précieux. En retour, je puis vous assurer de ce que, ensemble, au cours de cette table ronde et au-delà, nous conviendrons des meilleurs modes de travail, de communication, d'expression de notre engagement et de nos responsabilités, de maximisation des ressources mises à disposition, de suivi, d'évaluation conjointe, tout ceci dans la transparence et la redevabilité. La séance a réuni les acteurs nationaux et internationaux de promotion du leadership féminin et de la défense des droits de la femme et de la fille. Nos confrères de RT parlent de la situation tendue entre le Bénin et le Niger avec l'arrestation jeudi de 5 agents de WAPCO. Samantha Ramzani parle du pipeline de la discorde. Suivons cet élément. C'est véritablement le pipeline de la discorde entre le Bénin et le Niger. Rappelons que cet oléoduc de 2000 km qui relie la ville nigérienne d'Agadem au Bénin doit permettre à Niamey d'écouler pour la première fois son pétrole brut sur le marché international. Un nouvel incident survenu ce jeudi 6 juin met de l'huile sur le feu. L'arrestation de 5 ressortissants nigériens sur le site du terminal béninois de Sémé-Kapodji. Il s'agit de 5 employés de WAPCO Niger, dont la directrice générale adjointe de la société chinoise d'exploitation pétrolière. Les autorités du Bénin évoquent une atteinte à la sûreté de l'État, soupçonnent 2 d'entre eux d'être des agents au service de la transition du Niger et affirment qu'ils se seraient introduits dans le terminal de Sémé de façon frauduleuse. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site de l'entreprise. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois exprimait de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressants ont indiqué être tous des employés du WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. Le Bénin a lancé une enquête et de leur côté, les autorités du Niger voient rouge. Lors d'un point presse, les ministres du pétrole et de la justice sont revenus sur la chronologie des faits, livré leur version et annoncé en représailles l'arrêt des activités du pipeline tant que les détenus ne sont pas libérés. À l'heure où je vous parle, ils n'ont pas été libérés. Et face à cela, Son Excellence, le chef de l'État, nous a donné des instructions fermes. Si jusqu'à 17h aujourd'hui, il est 16h58, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leurs fonctions d'inspecteurs de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Kololi. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif. Par ailleurs, le ministre de la Justice, Alio Daouda, a dénoncé une violation de l'accord bilatéral entre le Niger et le Bénin et menace de saisir la Cour d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OHADA. Le bras de fer entre les 2 pays remonte au coup d'État de juillet 2023 au Niger. Par la suite, les sanctions de la CEDEAO contre Niamey ont conduit le Bénin à fermer en premier sa frontière avec le Niger. Depuis, les autorités nigériennes l'ont maintenue fermée. Et dans le sillage de la levée de l'embargo économique envers les pays du Sahel, Cotonou cherche maintenant à faire pression sur son voisin
pour l'amener à rouvrir la frontière sans pour autant lui fournir des garanties de sécurité. Niamey craint des tentatives de déstabilisation depuis le territoire béninois. Madame, Monsieur, c'est par cette information que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue, vous le savez, sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook et sur notre site internet www.bene-eden.tv. Et je vous souhaite bonne suite de nos programmes.